Donc, pour les participants, bonjour à tous et à tous. Donc, mon nom est Marie-Ève Labranche, je suis la directrice de communication à la Chambre de commerce. Donc, bienvenue au webinaire « Protéger sa marque de commerce, c'est important. Pourquoi et comment ?» Madame Lefebvre, très heureuse de votre présence aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter Madame Lefebvre. C'est une conseillère à la propriété intellectuelle pour l'Office de la propriété intellectuelle du Canada depuis 2007, donc l'OPIC. À ce titre, elle sensibilise, informe et forme différents publics cibles à l'importance de la propriété intellectuelle. Elle rencontre des groupes d'entrepreneurs, d'inventeurs, d'étudiants et de professeurs afin d'offrir des ateliers en propriété intellectuelle un peu partout au Québec. Elle est diplômée en sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Elle a cumulé divers emplois au sein de la fonction publique fédérale qui l'ont menée à promouvoir l'expertise canadienne en matière de développement durable au sein de pays en voie de développement, des investissements étrangers au Canada ou encore l'importance d'un contenu de qualité sur le web. Donc, elle a développé une forte expertise en gestion de projets et d'événements ainsi qu'en développement de partenariats stratégiques et en marketing. Tout au long de sa présentation, Mme Lefebvre va prendre des questions, donc n'hésitez pas à utiliser la boîte de chat si jamais vous avez des questions. Vous pouvez vous présenter dans cette boîte de chat-là, donc votre nom d'entreprise. Comme le disait Caroline Deguire, notre PDG à la Chambre, on enregistre la séance, donc elle va vous être disponible tout de suite après, donc dans les heures suivant la présentation. Donc, merci beaucoup, Mme Lefebvre. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. Et bien, bonjour tout le monde. Alors, comme Marie-Ève l'a dit, on va parler aujourd'hui de marque de commerce, mais je vais aussi faire pardonnez l'anglicisme, un petit spin avec le commerce en ligne, qui n'est pas un sujet sur lequel je suis une grande spécialiste, à part de l'utiliser abondamment comme à peu près tout le monde présentement, mais j'ai quand même voulu poser une réflexion sur comment protéger sa marque dans un contexte où les ventes en ligne sont de plus en plus importantes et j'ai l'impression que ça va continuer dans le même mouvement. Donc, comme Marie-Ève l'a dit, je vais prendre les questions, mais en fait, comment on va fonctionner, c'est que par le mode chat, posez vos questions, puis Marie-Ève va me faire un signe. À ce moment-là, moi, je vais répondre oralement à la question. On va commencer dès le début. Oups, attendez. Bon. Alors oui, comme Marie-Ève l'a dit également, je suis conseillère en propriété intellectuelle. Donc, mon rôle consiste principalement à informer les gens, offrir des pistes de réflexion sur la propriété intellectuelle. Je ne donne pas d'avis légaux, je ne suis pas avocate et je suis en conflit d'intérêt par rapport au mandat de l'organisation. Mais l'important, c'est en tant qu'entrepreneur, en tant qu'inventeur, lorsque vous me consultez, je vous offre les options et c'est à vous de prendre une décision à savoir qu'est-ce que je protège, où je le protège et quand, selon votre modèle d'affaires, pour que votre stratégie de propriété intellectuelle vienne appuyer votre stratégie globale de l'entreprise et atteindre vos objectifs d'affaires. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire un aperçu de la propriété intellectuelle, mais avec vraiment un accent prononcé sur les marques de commerce. Quels seraient les points à considérer lorsque vous souhaitez déposer une marque de commerce et dans quel pays? Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va aussi aborder la marque de commerce dans un contexte de vente en ligne. Quelle est la valeur ajoutée des marques de commerce dans l'entreprise en général? Et un résumé, ainsi que les ressources qui sont disponibles pour vous à l'OPIC. Donc, qu'est-ce que l'OPIC? L'OPIC, c'est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada et c'est ce qu'on appelle un organisme de service spécial qui est sous le chapeau, disons, d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, ISDE. Le mandat principal de l'OPIC, c'est vraiment d'octroyer les droits de propriété intellectuelle au Canada, que ce soit pour les Canadiens ou pour les étrangers. On a comme mission d'accorder ces droits-là dans le temps le plus opportun possible, tout en maintenant une qualité des droits qui sont octroyés, parce que pour ainsi, lorsque vous déposez une marque, un brevet, un dessin industriel ou un droit d'auteur, ce que l'on veut, c'est que le droit que l'on enregistre, que l'on octroie, est fidèle aux produits ou aux services que vous voulez protéger et donc va être une protection pour vous autant légale que, disons, commerciale. Au sein de l'OPIC, moi, je fais partie du mandat qui est en bleu, donc qui est d'augmenter l'éducation et la sensibilisation à la propriété intellectuelle. Et je voulais peut-être prendre quelques secondes pour vous mentionner que à chaque fois que vous voulez me contacter, que ce soit par courriel ou par téléphone, par rencontre Zoom, etc., tous ces services-là sont gratuits. Il n'y a pas de frais. Je ne suis pas non plus payée à commission. Donc, si je passe 1 heure, 2 heures avec vous pour vous expliquer c'est quoi une marque de commerce, un droit d'auteur,
que vous décidiez à la fin ou non de déposer ou non, ça vous regarde et vous le faites pour les bonnes raisons pour vous. Moi, j'ai pas de pression à vous transmettre d'absolument protéger ce que vous avez en main. Donc, je tenais aussi à le préciser. Mais comme je vous dis, vous en profitez aussi longtemps que vous voulez, aussi souvent, il n'y a aucun problème. Donc, qu'est-ce que la propriété intellectuelle, la PI? C'est une création de l'esprit. Donc, tout ce à quoi vous songez comme nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles technologies, une œuvre d'art, un dessin, un texte, un manuel d'utilisateur, une carte géographique, tout ça, c'est un élément de propriété intellectuelle. Et on aime à dire que la propriété intellectuelle, c'est ce qui vous rend unique par rapport à vos compétiteurs. Un exemple que je donne régulièrement quand je parle à des gens, c'est si vous voulez inventer une nouvelle souris sans fil pour l'ordinateur. On sait que des souris sans fil, il y en a une panoplie sur le marché. Si vous voulez que les gens adoptent votre produit, l'achètent et continuent à adopter les produits subséquents, ben, il faut que votre souris elle ait un avantage par rapport aux autres. Il faut qu'elle se démarque. Elle soit plus petite, plus jolie au niveau du visuel, qu'elle soit plus rapide, plus efficace, plus ergonomique, peu importe l'avantage que vous lui conférez, c'est pour attirer les clients et comme je dis, vous les maintenir et conserver ces clients-là et qu'eux-mêmes, par le bouche à oreille, parlent de votre produit, de votre service et incitent les gens à y adhérer également. Donc, pourquoi elle est importante, la propriété intellectuelle? Ben, elle vous procure un avantage concurrentiel. Si on regarde l'exemple encore de la souris sans fil, en développant un nouveau produit révolutionnaire, ben, vous vous démarquez carrément de vos compétiteurs. Vous allez peut-être vouloir aussi plutôt aller chercher une niche. Vous allez avoir un produit qui est peut-être moins grand commerce que la souris, mais ce que vous offrez doit nécessairement se démarquer si vous voulez attirer toujours votre base de clients. Votre propriété intellectuelle vous aide aussi à bâtir votre réputation, ce qu'on appelle la valeur de l'entreprise ou du produit, pour que vos partenaires d'affaires ou votre clientèle soient incités à toujours revenir vers vous lorsqu'ils veulent changer le produit, l'améliorer ou acheter une autre gamme de produits qui fait partie de votre offre de service. Encore là, un exemple que j'aime donner puis qui est dans le concret, c'est pensez à quand vous allez à la pharmacie, vous avez un mal de tête. Bon, personnellement, moi, si j'ai mal à la tête, je vais acheter du Motrin. Mais peut-être que Mme Labranche, ici, va préférer, elle, moi, c'est le Advil, ou l'autre va dire, moi, j'achète que le générique, c'est la même chose, mais c'est beaucoup moins cher. Ben, la réputation, elle est là, justement. C'est qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse dans chacun des éléments que je vous ai proposés. C'est que dans le fond, moi, j'aime Motrin parce que dans ma tête, Motrin égale qualité, guérison du mal de tête. On a on a une façon différente de réagir aux médicaments. Donc, c'est pour ça qu'on adhère à une compagnie, on va y rester. Et c'est pour ça aussi que les entreprises vont faire énormément d'efforts et pour maintenir leur réputation sur le marché. Rappelez-vous, il y a presque 3 ans maintenant, lorsqu'on avait découvert que Volkswagen avait caché de l'information sur les gaz à effet de serre. Ça a été extrêmement nuisible à leur réputation sur le marché parce que les gens se sont dit « ils nous cachent l'information, on ne peut pas avoir confiance en eux ». Ça a pris énormément de temps avant que Volkswagen récupère son image de marque et sa réputation sur le marché. Autre élément important pour la propriété intellectuelle, ça vous permet d'obtenir du financement. Pensez à lorsque vous écoutez l'émission Dans l'œil du dragon. Vous allez entendre les investisseurs souvent demander aux entrepreneurs proposeurs de projets, as-tu une marque de commerce sur ton produit? As-tu un brevet sur ta technologie? L'élément là-dedans, c'est que la propriété intellectuelle, on va le voir dans les pages subséquentes, c'est que la propriété intellectuelle, vous protège vos produits, vos services dans les marchés que vous avez visés. Elle vous offre une exclusivité. Donc, en tant qu'investisseur potentiel, si c'est moi qui est dans une chaise de dragon, disons, puis vous me proposez quelque chose, une technologie que vous avez inventée, vous n'avez pas de brevet dessus, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser, la vendre et la fabriquer. Mon avantage d'investir chez vous est minimisé parce qu'à ce moment-là, je peux aller chercher quelqu'un qui va le vendre moins cher ou qui va le fabriquer moins cher ou qui me semble peut-être meilleur entrepreneur que vous.
avoir une propriété intellectuelle, un brevet sur la technologie, ben, offre l'exclusivité. Puis si j'y crois, ben, je me dis, OK, parfait, là, on va contrôler qui va l'utiliser, la technologie. Donc, c'est vraiment important de considérer ça. Et de plus en plus, je dirais que les banques accordent du financement aussi sur la valeur d'un portefeuille de propriété intellectuelle. Et ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs commerciaux. Vous allez voir, j'utilise beaucoup d'exemples dans mes propos, mais c'est vraiment pour illustrer de façon concrète. Si vous avez une entreprise qui développe des technologies qui sont reliées au sport d'hiver, disons une nouvelle bottine de ski alpin qui est ultra chauffante ou qui s'adapte à la température, peu importe. Ben, à moins de fabriquer vos bottes ailleurs comme au Mexique ou en Chine, vous allez protéger votre technologie, vos marques de commerce dans les pays où vous avez un sérieux bassin de skieurs, donc les pays nordiques. Ça ne sert à rien d'aller protéger un brevet relié aux bottes de ski alpin dans les pays d'Afrique ou les pays d'Amérique latine parce que votre marché n'est pas là. Et ça coûte, comme ça coûte relativement cher déposer des demandes de propriété intellectuelle, il faut être stratégique dans notre choix. Ou quels sont les territoires où on est vraiment convaincu que c'est là qu'on va faire le plus d'argent et qu'on va être rentable. Sinon, on peut se dire, on va laisser ces pays-là, on va leur laisser le droit d'utiliser ma propriété intellectuelle parce que ce n'est pas des pays dommageables. Puis de toute façon, ils ne peuvent pas importer ce que moi j'ai protégé au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays. Donc, c'est pour ça que l'on dit que la propriété intellectuelle vous permet de sécuriser vos marchés dans ceux qui sont stratégiques pour vous. Donc, vous permet de mieux rentabiliser vos investissements et vos acquis. Je vais faire une pause. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Ève? Ou... Non, on n'a pas de questions pour le moment. Parfait. N'hésitez pas les gens à utiliser la boîte de chat, comme je disais, si vous avez des questions. Parfait. Donc, je vais passer à la marque de commerce parce qu'on va s'y attarder pendant les prochaines diapos, mais un brevet, ça protège une invention, une fonctionnalité, une technologie pour tout ce qui est déterminé comme étant nouveau dans le monde. Donc, ce n'est pas seulement une technologie nouvelle au Canada, mais nouvelle dans tout le monde, qui est utile. Donc, elle doit résoudre un problème, elle doit apporter une solution à un problème existant. Et non évidente. Non évidente, ça veut dire, en gros, que pour les experts du domaine, il y a un facteur d'inventivité auquel personne n'avait pensé. Heureusement, tout ça peut être, comment je peux dire ça? Je referme la phrase. Les améliorations sont considérées comme des éléments de nouveauté. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir le téléphone cellulaire. Si on repensait au téléphone il y a une vingtaine, 20, 30 ans, le téléphone cellulaire, c'était immense. Ça recevait, ça faisait des appels et c'était à peu près tout. Avec le temps, avec les améliorations sur les brevets, on est rendu avec une petite mini-boîte qui contient notre vie au complet. Donc, c'est comme ça qu'il y a une amélioration et l'amélioration a permis justement d'en arriver à ça. Lorsqu'on dépose un brevet, on doit divulguer tous les éléments qui sont liés à la technologie. Donc, il y a des gens pour qui ça leur fait peur. Ils se disent « Ah, mais là, si je divulgue tout, les gens vont copier mon invention. » Mais c'est justement, le brevet empêche les gens de le copier légalement et ça vous donne des recours de négociation avec la personne, l'entité qui pourrait utiliser votre brevet à d'autres escients. Au Canada, dans la majorité des pays du monde, le brevet dure 20 ans à partir de la date de dépôt. Donc, un brevet déposé aujourd'hui ou demain, donc le 14 juillet aujourd'hui, il va être valide jusqu'au 14 juillet 2040. 2040, c'est ça. Les frais, si on regarde les frais administratifs seulement, un brevet au Canada sur 20 ans va coûter entre 3 et 4 000 $, frais de dépôt, frais d'enregistrement, frais de maintien annuel. Où le bas blesse, mais en même temps, où c'est une expertise qui est extrêmement importante lorsqu'on veut déposer un brevet, c'est les frais d'agent de brevet. Un professionnel qui va travailler avec vous pour vous défendre devant le PIC ou devant le bureau des brevets aux États-Unis, en Europe, en Asie, etc. Les agents de brevet, c'est des gens qui travaillent en cabinet privé. Et nous, on maintient la liste, on a un registre des agents de brevet autorisés à travailler au Canada comme tel. Ce sont les gens qui ont réussi leurs examens, qui, comme je vous dis, sont experts dans leur domaine. Donc, vous calculez que si vous avez une technologie à déposer, faites vos recherches, magasinez votre agent de brevet autant que votre agent de marque de commerce, on en parlera tantôt.
L'important, c'est que votre agent soit un spécialiste de votre domaine ou qui connaisse très bien les technologies de votre domaine pour justement les déterminer. Oui, ça c'est nouveau, ça c'est utile et ça c'est non évident. Et il va négocier avec l'examinateur de brevet et ça va être un aller-retour entre les deux personnes pour éventuellement vous octroyer un brevet qui va être solide au point de vue technologique, qui va vous permettre d'aller chercher des revenus en octroyant des licences, même en le vendant, le cas échéant, mais aussi en étant capable de l'exploiter de la bonne façon sur les marchés que vous avez ciblés. Le droit d'auteur, c'est évidemment, c'est un droit qui protège une œuvre originale, artistique, littéraire. On parle aussi de pièces de théâtre, d'œuvres musicales, chorégraphies, comme je vous ai dit tantôt, manuel d'utilisateur, un contenu de site web, le code informatique qui est protégé par droit d'auteur également. Au Canada, le droit d'auteur, il est automatique. Toutefois, on propose fortement de faire une demande d'inscription du droit d'auteur. Ça coûte 50 $ en ligne. Et ce que ça fait, c'est que ça vous donne une preuve de titularité du droit d'auteur. Donc, si quelqu'un plagie votre œuvre et que vous avez le certificat en main, c'est facile pour vous de démontrer, regardez, c'est moi qui est le titulaire de l'œuvre. La personne fautive devrait démontrer qu'elle serait le créateur. Si vous n'avez pas le certificat, c'est à vous de démontrer que vous êtes l'auteur de l'œuvre. Donc, d'avoir le certificat de titularité, bien, ça simplifie les choses en cours. Un conseil que je pourrais vous donner, c'est que si vous, disons que vous pensez écrire un manuel ou si vous pensez développer peu importe l'œuvre que vous pensez développer, sauvegarder différentes étapes de votre projet, que ce soit des photos, que ce soit des versions différentes de manuels, avec les dates de cette journée-là. Version 1, 14 juillet 2020. Version 3, 8 septembre 2020. Comme ça, au moins, il y a une preuve encore tangible que vous êtes vraiment l'auteur de l'œuvre. Le dessin industriel, contrairement au brevet, c'est purement visuel. Il n'y a aucune fonctionnalité dans cette protection-là. C'est tout ce qui fait qu'on distingue un produit d'un autre. Si on regarde, mettons, la bouteille de Coca-Cola. Il n'y aurait pas de logo sur la bouteille. On la connaît tellement bien qu'on sait que c'est du Coke qu'il y a dans la bouteille. Ça peut être une forme d'un appui-bras sur une chaise. Ça peut être la forme d'une voiture. Ça peut être un ornement sur un vêtement. Ça peut être les pantalons Lululemon, on le voit, là, ils ont un design différent qui se distingue des autres. Le dessin industriel coûte, si je ne me trompe pas, c'est autour de 700 $ pour le protéger. Ça dure entre 5 et 15 ans au Canada. Et si vous êtes une entreprise qui développe des produits avec un visuel différent et que vous pensez le protéger à l'étranger, je dirais que c'est le droit de propriété intellectuelle où la durée varie le plus d'un pays à l'autre. Ça peut aller de 5 à 10 ans jusqu'à 24-25 ans selon les pays. Donc, c'est important de vous informer à savoir la durée de la protection. Et l'avantage du dessin industriel, c'est que lorsque la forme en question devient reconnue par les consommateurs, à la fin de la protection, elle peut devenir une marque de commerce. Ce qui fait qu'à la fin de la protection de 15 ans, la marque de commerce entre en ligne de compte et ce que j'ai voulu mentionner, c'est que la marque de commerce se renouvelle à tous les 10 ans. Donc, à ce moment-là, encore là, la bouteille de Coca-Cola, elle est devenue une marque de commerce parce que justement, les gens la reconnaissaient sur le marché. Donc, maintenant, Coke a une marque de commerce pour la bouteille. Personne dans le monde ne peut vendre du breuvage dans cette forme de bouteille, à moins qu'il soit Coca-Cola. Dernier type qu'on va regarder, c'est le secret industriel. Le secret industriel, le mot le dit bien, c'est une information qui est tenue secrète. À l'inverse du brevet où tout doit être divulgué, le secret industriel, au contraire, c'est tout renseignement opérationnel ou peu importe, mais qui confère un avantage à l'entreprise. Que ce soit une liste de clients, évidemment, mais ça peut être aussi une liste de prix de nos fournisseurs, ça peut être une recette secrète, un procédé qui nous confère un avantage. Encore là, je reviens au Coca-Cola, mais la recette de Coke, elle est tenue secrète depuis plus de 120 ans. On l'utilise beaucoup en agroalimentaire. Et si on me demande, oui, mais moi, est-ce que je suis mieux avec un brevet ou avec un secret industriel? La façon d'y penser, c'est si vous avez une technologie physique
et que vous êtes capable de la démonter et de comprendre le mécanisme, le brevet est plus pertinent. Encore là, je reviens à la recette de Coca-Cola. C'est pas en le buvant ou en ayant une liste d'ingrédients qu'on peut reproduire la recette et avoir quelque chose d'identique au Coke. Combien de temps ça bouille? Quand est-ce qu'on rajoute tel ingrédient? Ça dure combien de temps le processus de fabrication, etc. Donc, c'est tellement plus difficile que le secret est pertinent à ce moment-là. Donc, tout dépend de ce que vous avez en main. Puis ça, c'est le genre d'informations qu'on peut discuter aussi ensemble de façon en rencontre individuelle. D'ailleurs, je vais faire une petite mise en garde tout de suite. Dans vos questions, si vous en avez, restez vague. Ne divulguez aucune information cruciale pour votre entreprise qui pourrait être reprise par un compétiteur. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Ève, avant que je passe à la marque de commerce? Non, aucune question, mais votre point est très bon d'être vigilant par rapport à ça, ce qu'on écrit dans la boîte. On ne le sait jamais. Exact, exact. Donc, la marque de commerce. Qu'est-ce qu'une marque de commerce? Il y a différentes formes de marque de commerce. Ça peut être un mot, comme le nom d'un produit, d'un service d'entreprise, comme Saint-Hubert, Bombardier, etc. Ça peut être un son. Depuis 3 ans maintenant, on permet d'avoir une marque de commerce, un son. Pensez au lion qui rugit au cinéma avec la compagnie MGM. Pensez le métro de Montréal, leur son. Ils ont déposé une demande de marque de commerce pour le son, pour avoir l'exclusivité au Canada. Ça peut être un dessin, donc le logo, évidemment. Depuis peu, on enregistre aussi les goûts, les couleurs. Et donc, les goûts et les couleurs, on est encore un peu en... Ça fait à peine 1 an qu'on accepte les demandes de goût et d'odeur au Canada, de couleurs au Canada. Donc, on n'a pas eu encore de cas de litige ou d'opposition. Ce qui fait que, surtout nous, au niveau du marketing, on est un peu confus à savoir, quand tu déposes ta couleur, comment tu vas le faire. Disons, j'essaie de penser à quelque chose, mais on a reçu une demande d'une marque de commerce d'une compagnie qui protégeait sa couleur, qui apparaît dans son logo, disons. C'est cette couleur-là spécifiquement qu'elle protège. Mais qu'est-ce qui arrive? Est-ce que les autres entreprises peuvent l'utiliser? C'est là qu'on est rendu. Puis d'ici 1 an ou 2, je vais être capable de plus vous donner une information à savoir comment et c'est quoi l'avantage. Le goût, j'imagine qu'une entreprise va peut-être vouloir protéger le goût de sa sauce spéciale de pizza ou de sauce spéciale de spaghetti, mais ça va venir sur le marché, donc on va peut-être plus capable d'en parler éventuellement. Mais ça, pour le goût, par exemple, c'est pas la liste des ingrédients nécessairement, c'est vraiment la texture, c'est pas évident. C'est ça, là. Exactement. Puis à ce moment-là, si moi, je pense à la sauce à spaghetti que ma mère faisait. Bon, je veux dire, tout le monde fait de la sauce à spaghetti chez eux. Quand est-ce qu'on va rentrer en compétition contre l'autre personne, etc. Fait que ça va être intéressant à surveiller. Mais encore là, c'est trop jeune sur le marché pour être capable de donner des exemples concrets de qui pourrait protéger quoi. Donc, ça, c'est super important. Votre nom d'entreprise, quand vous êtes enregistré au REQ, ce n'est pas une protection de marque de commerce. C'est 2 choses complètement différentes. Le nom d'entreprise, c'est vraiment votre entité légale, c'est ce qui vous permet d'être reconnu comme entreprise, votre dénomination commerciale, c'est ce qui vous permet de recevoir des revenus en tant qu'entrepreneur. La marque de commerce, n'importe qui peut en demander une. Il suffit que le produit soit sur le marché ou en voie d'être sur le marché, le produit ou service. C'est le nom de votre entreprise. Encore là, c'est votre branding. C'est comment les gens connaissent votre nom, connaissent vos produits, vos services, à quoi c'est associé. Il y a le nom de domaine aussi qui, des fois, varie du nom de l'entreprise ou du nom de la marque de commerce. Dans un monde idéal, vous auriez un nom de une marque, un nom d'entreprise puis un nom de domaine qui serait le même. Comme ça simplifie les choses. Je vais m'éloigner un peu du Québec, mais il y a plusieurs années, BlackBerry, leur nom d'entreprise, c'était Research in Motion RIM. On parlait de RIM, puis le produit phare était tellement le BlackBerry qu'on parlait de RIM, et puis les gens disaient, mais c'est quoi RIM? C'est quoi Research in Motion? Donc, Research in Motion, on changeait leur nom d'entreprise il s'appelle maintenant BlackBerry. Comme ça, les gens, quand on en parle, ils reconnaissent tout de suite le nom de l'entreprise.
Donc, la marque de commerce, bien évidemment, ça peut vous permettre évidemment d'identifier vos produits, vos services sur le marché, mais ça peut être une source de revenus aussi. Pensez à octroyer des licences ou des franchises sur une marque de commerce pour augmenter vos revenus. La marque de commerce a une protection qui est nationale, donc partout au Canada. Développer, mettons, je vais essayer de penser à un exemple. Voyons. Je vais penser à un exemple qui est pertinent pour en temps de COVID, mais disons, bon, il y a une panoplie d'entreprises qui font des masques maintenant et on va leur, mettons, une compagnie qui produit des masques, qui sont originaux et tout, fait local, tissu organique, tout ce que vous voulez, dépose une marque de commerce pour ces masques, ben, il n'y a rien qui vous empêche, plutôt que d'être obligé de faire des envois postaux à tous les jours partout au Canada, d'octroyer des licences à quelqu'un en Colombie-Britannique, quelqu'un en Atlantique. Vous lui donnez la permission de vendre des masques sous votre bannière, mais aussi selon vos normes de service et de qualité. Et une entente de licence peut se révoquer en tout temps des deux côtés si une des deux parties ne respecte pas l'entente. Mais comme ça vous permet, peut-être que votre seul, pas de défi, mais votre seule difficulté, entre guillemets, ça va être d'envoyer les tissus à tous vos franchisés partout au Canada. Mais après ça, vous leur dites, ben moi, sur chaque masque que tu vends, tu me dois 10 % de tes ventes. Donc, à peu d'efforts, ça vous permet d'augmenter vos revenus, tout en surveillant et en ayant une bonne présence sur le marché. Évidemment, une marque de commerce qui est reconnue sur le marché, qui a une belle valeur, qui a une belle réputation, ben ça va accroître la confiance des investisseurs et des intervenants éventuellement. Une entreprise, justement, qui offre un produit ou un service qui est reconnu, ben les gens vont en parler, vont dire, écoute, tu cherches des beaux masques, écoute, moi, cette compagnie-là, écoute, Marie-Ève Labranche à Laval, elle te fait des masques, ils sont super beaux, sont originaux, en 2 jours, tu l'as reçu chez toi, ça se lave bien. Ben les gens vont être portés à aller voir Marie-Ève, dire, écoute, moi, j'ai entendu parler de toi, tu fais des beaux masques, profitez, en fait, c'est un petit mais profiter de l'essor ou de la volonté des gens d'acheter local aussi. Donc, en ayant des franchises un peu partout au Canada, ben vous devenez local partout au Canada. C'est pas juste quelqu'un à Laval, moi j'étais à Halifax, c'est trop loin pour moi. Non, non, la compagnie de Laval a une franchise à Halifax, donc c'est du local. Donc, pensez à tout ça dans votre stratégie aussi. Protéger sa marque. Pourquoi on la protège? Bien, premièrement, c'est que c'est une preuve directe que vous êtes le propriétaire de la marque. Un petit truc, soyez créatifs, soyez originaux dans vos marques de commerce. On va le voir tantôt, mais il y a des marques qui ne sont pas enregistrables pour toutes sortes de raisons. Au Canada, elle est valide pendant 10 ans, comme j'ai dit tantôt, et elle peut être renouvelée tant et aussi longtemps que... Voyons, on dirait qu'il y a un truc automatique pour faire rouler mes diapos. Elle peut être renouvelée tant et aussi longtemps que le produit ou le service que vous associez à la marque est offert sur le marché. Évidemment, on veut dissuader nos compétiteurs d'avoir une marque ou un logo qui ressemble à ce que l'on a. Mais si vous me demandez comment on peut faire pour empêcher ça ou qu'est-ce qui fait que ma marque se distingue des autres, c'est déjà arrivé des clients me demandaient, écoutez, est-ce que vous pensez que la marque qui est ici, ce logo-là, ressemble beaucoup au mien? Ou pensez-vous que mon logo que j'ai ressemble à un qui est déjà enregistré sur le marché? Et moi, je dis toujours, fais l'exercice inverse. Si toi, tu avais ta marque protégée et quelqu'un arrivait avec un logo qui ressemble à ça, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu te sens menacé? Puis, qu'est-ce que la confusion sur une marque? C'est une marque qui, au visuel ou à l'oral, va ressembler beaucoup à quelque chose qui existe déjà. Ça ne veut pas dire qu'un même nom, un même mot ne peut pas coexister, c'est-à-dire. Pensez à McDonald's. Bien, McDonald's, il y a 3 marques enregistrées au Canada. Il y a les restaurants que l'on connaît, il y a le cigarettier et un cabinet d'avocats. Clairement, si je vous dis on se rencontre manger chez McDonald's, bien, vous savez qu'on s'en va au restaurant. Si je vous dis on va régler ça chez McDonald's au cabinet, on sait qu'on s'en va chez les avocats. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Dans un autre, puis en fait, je vais parler d'un exemple tout à fait lavallois. Il y a plusieurs années, les restaurants Barbies
ont reçu une mise en demeure par Mattel, qui est le fabricant, distributeur des poupées Barbie. Et Barbie disait que Barbies portait confusion à sa marque. On parle d'un restaurant, grillade et tout ça, et versus des poupées, toute une gamme de produits. Bien, le restaurant, il a gagné parce que ça a été déterminé encore qu'il n'y avait clairement aucune confusion possible entre les poupées, les produits dérivés et le restaurant. Donc, Mattel a été débouté en cours. Donc, il faut penser à tout ça. C'est beaucoup de choses à penser, mais c'est relativement facile. Donc, à ce moment-là, et un truc important, c'est que c'est important, je voulais vous mentionner que l'OPIC n'est pas responsable de surveiller votre propriété intellectuelle. C'est vous, en tant que titulaire, qui devez surveiller la contrefaçon, le plagiat sur vos marques, vos droits, vos brevets, etc. Et ce, dans tous les territoires où vous en avez. Ce qui revient à l'aspect stratégie ou bien sélectionner ces territoires, c'est qu'en plus de dire, bon, où est-ce que j'ai des clients, où est-ce que j'ai des usines, etc., mais où est-ce que j'ai des gens sur le territoire qui peuvent surveiller ma propriété intellectuelle? Parce que aussi, c'est important. Si quelqu'un copie votre marque, copie votre technologie, ben, il faut être capable de le démontrer tout de suite. Donc, il faut être capable de le surveiller. On va parler d'une marque connue. Le nom de l'entreprise ici, c'est Bombardier Inc. La marque de commerce, c'est Bombardier. On enlève le Inc. On dit toujours, moi, j'ai acheté un produit Bombardier. Puis d'ailleurs, au niveau de la marque, Bombardier Skidoo, c'est une marque de Bombardier. Et pour ceux qui ont déjà visité le musée à Valcourt, Skidoo, ce serait une faute de frappe d'une adjointe administrative de l'époque. Ça devait s'appeler un ski dog. Et elle a fait une faute, donc c'est devenu Skidoo. Et ça a été enregistré comme tel et c'est resté Skidoo comme ça. Le nom de domaine, c'est bombardier.com. Ici, on a la chaîne. Ils ont utilisé le même nom pour toutes leurs dénominations. Où ça va être important aussi au niveau des sites web, c'est d'essayer d'avoir le plus de dénominations possible, d'avoir des liens comme .net, .com, peut-être pas .org parce que c'est pas pertinent, mais pour empêcher les squatteurs d'avoir un site qui vous inviterait à aller visiter Bombardier, mais dans le fond, ce ne serait pas ça. Donc, on essaie d'éviter ça le plus possible aussi. Quelques points à considérer. J'en ai parlé un peu tantôt, mais bon, la bouteille de Coca-Cola. Bon, ma fille s'en va, elle fait un petit peu de bruit dans l'entrée. Ça me dérange un peu, mais ça ne sera pas là. Donc, la bouteille de Coca-Cola. J'ai parlé tantôt de la forme, qui était au départ un dessin industriel, qui est devenu une marque de commerce connue sur le marché. Vous avez évidemment le logo Coca-Cola. Vous avez le secret industriel par rapport à la recette. Et je suis certaine que dans l'entreprise Coca-Cola, il y a encore là une panoplie de brevets, de tout ça, et de secrets industriels que l'on ne connaît pas, ou des brevets, on les connaît pour différents aspects de la production. Le bonhomme Michelin, c'est une histoire qui est intéressante aussi. Le bonhomme Michelin a été dessiné fin 19e siècle par une dame en France et qui a cédé son droit d'auteur à Michelin parce qu'elle trouvait que ça faisait petit bonhomme puneux. Donc, Michelin est propriétaire du droit d'auteur. La dame, elle est décédée depuis vraiment plusieurs années maintenant. Donc, si elle n'a pas cédé son droit, le bonhomme appartiendra à tout le monde. Mais parce que Michelin l'a racheté, et là, évidemment, ils sont capables de protéger le droit d'auteur sur le bonhomme Michelin, mais c'est aussi une marque de commerce. Donc là, ça nous permet de protéger le bonhomme Michelin par Michelin, tant et aussi longtemps qu'ils vont l'utiliser encore dans leurs trucs promotionnels. Quelques points à considérer pour une marque de commerce. Quand j'ai dit qu'il faut vraiment réfléchir au nom, elle ne doit pas être clairement descriptive de ce que vous vendez. Donc, fruits, légumes hyper frais, ce ne serait pas un bon nom. C'est un nom qui pourrait s'utiliser, mais on ne pourrait pas l'enregistrer comme marque de commerce parce que c'est trop descriptif de ce que vous offrez. Si vous pensez, un exemple que j'aime beaucoup donner aussi, c'est quand on est sur la 640 et qu'on va vers Oka, il y a un verger de pommes qui, depuis que je suis toute petite, qui s'appelle Yvan des pommes. C'est un beau nom, c'est catchy, mais ça ne pourrait pas être protégé comme marque parce que c'est trop descriptif. Peu importe que le gars s'appelle Yvan ou non, Yvan des pommes, c'est ce qu'il fait.
ils vendent des pommes et produits dérivés. Donc, on essaie de s'éloigner de tout ça. On essaie d'éviter les noms de famille. Parce qu'encore là, c'est difficile d'enregistrer une marque de commerce nom de famille, à moins que le nom existe depuis très longtemps et qu'il ait atteint une réputation, puis que les gens d'office sont au courant de ce à quoi on se réfère. On essaie d'éviter les langues étrangères aussi, surtout si c'est descriptif. Et puis, en tant qu'examinateur, chez nous, les examinateurs, ce qu'ils font, c'est si quelqu'un dépose une marque, mon polonais, je ne suis pas très bonne en polonais, mais ça veut dire ça, fruits et légumes frais. Il demanderait à la personne qu'est-ce que ça veut dire. Et la personne doit dire, ça voudrait dire fruits et légumes frais. Dans le cas d'une personne mal intentionnée qui dirait, ça veut dire, inventerait un nom complètement à part, on se fie sur la bonne foi de la personne. On n'ira pas chercher toutes les traductions. Mais si quelqu'un qui a une bonne connaissance du polonais dirait, écoute, ça, ce que tu as enregistré comme pour ton marché de fruits et légumes, ça veut dire fruits et légumes frais, la personne peut faire une demande d'opposition à l'OPIC. Et ne pas porter confusion, le mini Loblaws, si vous voulez ouvrir un dépanneur, puis vous n'êtes pas Loblaws, Loblaws va s'opposer encore là parce que vous risquez de mal utiliser la marque et de porter, de nuire à la réputation de Loblaws. Une autre chose aussi, les meilleures marques de commerce, on dit que souvent, c'est les mots inventés. On est certain à ce moment-là qu'on ne porte pas de confusion à quelque chose qui existe. Pensez à Polaroid, Kleenex, Kodak, c'était tous des mots qui ont été inventés par les entreprises. Autre idée aussi, c'est d'avoir des mots qui n'ont aucune association avec le produit ou service qu'on vend, comme Apple, qui vend des ordinateurs. Maintenant, oui, on l'associe parce que ça a tellement pris une grande place sur le marché, mais au tout début, quand ils ont inventé les Apple et les Macintosh, tout le monde disait, coudonc, ils sont drôles, eux autres, ils parlent de pommes, mais on vend des ordinateurs. Mais c'est une association d'idées qui est devenue géniale. Ou trouver des noms qui sont un peu reliés, mais qui ne sont pas clairement descriptifs. Comme le magasin Chapters qui vend des livres. Oui, dans les livres, il y a des chapitres. Mais Chapters ne vend pas ton chapitre. Il va vendre un livre, il va vendre des produits dérivés. Donc, on se fait une association quand même. Et le logo du livre, on voit quelqu'un qui ne connaîtrait pas la chaîne Chapters verrait ça puis il dirait « Ah, ça ressemble à une librairie ». Fait qu'il y a quand même une association qui se fait qui est intéressante. Je vais passer à la prochaine page. Donc, ça, on l'a dit. Bombardier même son nom de famille, a pu devenir une marque de commerce parce qu'elle était connue depuis longtemps sur le marché. Pensez à Laura Secord, pensez à Tim Hortons, pensez à tous les dessinateurs de mode aussi qui opèrent sous leur propre nom, Chanel, Saint-Laurent, etc. Est-ce qu'il y a des questions, Marie-Ève? Non, aucune question. Je ne m'attendrai pas longtemps sur cette diapo-là, mais vous allez avoir de toute façon la version PDF. On va vous l'envoyer après l'atelier. Mais au Canada, sachez qu'on a des bases de données disponibles gratuitement, 24 heures par jour, 7 jours semaine, tant qu'il ne faut pas qu'on ne fait pas de mise à jour. Puis à ce niveau-là, sachez qu'à tous les mardis, le PIC met sa base de données à jour. Donc, vous êtes mieux de faire vos recherches le mercredi, comme ça, vous l'avez vraiment le plus à jour possible. On a une base de données, donc vous allez avoir toutes les marques de commerce qui ont été déposées, qui ont fait l'objet d'une demande au Canada, et vous allez avoir leur statut. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous préciser parce qu'on en parlait même entre nos collègues il n'y a pas longtemps. Le vocabulaire utilisé n'est pas toujours, selon nous, très, très clair. Vous déposez votre marque, ça va être écrit « formalité ». Formalité, ça ne veut pas dire qu'elle est acceptée ni enregistrée. Ça veut juste dire qu'elle est dans le système et elle est en attente de faire l'objet d'un examen. Là, vous allez voir, premier rapport émis, vous allez voir, une marque peut être enregistrée. Ça veut dire qu'elle a fait l'objet d'un examen, elle a été même, et ça pendant tout le processus, et là, on l'a enregistrée parce qu'elle correspondait aux normes. Radier ou abandonner. Radier, ça veut dire que pour une raison ou pour une autre, que ce soit l'OPIC ou une autre entité a décidé que cette partenaire n'était pas enregistrable, donc elle a été révoquée. Abandonner, c'est le propriétaire de la marque qui l'a abandonnée. Donc, selon le statut, vous êtes capable de voir si la marque que vous avez en tête, qui aurait peut-être déjà été utilisée, elle est disponible ou non, selon si elle est enregistrée ou si elle est radiée ou abandonnée. Aux États-Unis, c'est le United States Patent and Trademark Office. Donc, vous avez le Trademark Electronic Search System.
une marque enregistrée aux États-Unis, mais qui ne l'est pas au Canada, elle est disponible d'utilisation au Canada. Bon, c'est certain qu'on ne veut pas non plus entrer en confusion sur une marque qui est très, très, très connue, parce qu'à un moment donné, même si elle n'est pas enregistrée au Canada, une des particularités, c'est que l'utilisation est aussi une certaine forme de protection, même si elle n'est pas enregistrée. Donc, c'est un mélange d'utilisation et d'enregistrement au Canada. En Union européenne, vous avez le Trademark View. Et l'OMPI, qui est l'Office mondial de la propriété intellectuelle, a une base de données mondiale sur les marques. Et là, c'est super intéressant parce que vous pourriez inscrire un nom que vous auriez en tête pour une entreprise ou un produit. Et là, vous allez voir où, partout dans le monde, elle aurait été enregistrée. Et quel est son statut? Est-ce qu'il y a un logo? Est-ce que c'est juste un nom? Est-ce qu'il y a un slogan? Donc, c'est une panoplie d'informations. Moi, je vous invite à aller consulter ces bases de données-là pour vous donner une idée aussi. Est-ce que le nom que j'ai en tête semble enregistrable? Donc, au Canada, vous devez l'utiliser. C'est-à-dire qu'une marque, après 10 ans, si elle n'est pas utilisée, ne sera pas renouvelée. Et ça vous permet, comme j'ai dit tantôt, soit de permettre aux gens d'utiliser ou d'empêcher les gens de l'utiliser si vous trouvez que c'est nocif à votre entreprise. Ça vous coûte 330 $ pour déposer une demande en ligne. Et ça inclut une classe. On va voir des classes tantôt, mais qu'est-ce que c'est une classe? C'est la classe de Nice, en fait, Nice comme la ville du sud de la France. On divise les marques selon la classe de produits ou services afin de bien les identifier. Est-ce que vous offrez des modules de formation? Est-ce que vous vendez de la nourriture? Est-ce que vous avez des prothèses, etc.? Tout ça va être divisé dans une classe ou un autre. Si votre produit ou votre service offre plusieurs classes, ben c'est 100 $ par classe additionnelle. Un exemple que j'aime donner, c'est vous avez une microbrasserie, donc votre produit principal, c'est la bière de microbrasserie. Mais vous pouvez décider d'avoir un restaurant. Vous pouvez décider d'offrir des ateliers sur la fabrication de bière artisanale. Vous pouvez, je ne sais pas moi, organiser des événements qui sont liés à la bouffe, comme les festivières en Outaouais. Donc, tout ça, ce serait des classes différentes et que là, vous devriez aller chercher une protection pour ces classes-là. Comme j'ai dit aussi, c'est disponible pendant 10 ans et c'est renouvelable tous les 10 ans, tant et aussi longtemps que la marque est en utilisation. Là, on va se permettre un peu, mais juste pour voir comme ça combien ça peut valoir une marque. Bien, en 2019, Apple valait 2,5 milliards $ US, Google 167,7 milliards, puis Microsoft 125,3 milliards. Ça, c'est dans le fond, c'est si on voulait racheter l'entreprise, combien ça coûterait et combien la marque vaut sur le marché. Au Canada, on parle d'un petit peu moins cher, mais bon, c'est la RBC qui était au sommet, 23 millions. La Banque TD, 20 millions. Bell Canada, 13 millions. Ça serait intéressant de voir, au sortir de la pandémie, s'il y a des valeurs qui ont augmenté ou baissé. Là, j'ai juste les 3 plus importantes, mais il y a des entreprises qui ont sûrement pris du jalon ou d'autres qui ont peut-être diminué. On va prendre le cas de Shopify rapidement. Shopify a évidemment déposé sa marque de commerce. Un truc aussi, leur logo, c'est le sac qu'on connaît avec Shopify, il est écrit comme ça. Quand ils ont déposé le nom, si vous remarquez, la police a changé. Si vous déposez votre nom pour le nom, et si votre nom, il n'y a pas d'importance s'il n'y a pas une police spécifique pour votre nom, c'est un passage à l'avenir, déposez-le en caractère, en police neutre, comme Arial ou Times New Roman. Comme ça, vous ouvrez la porte à peu près toutes les écritures possibles, sans porter confusion à d'autres qui seraient protégés. Si par contre, comme le Shopify, c'est important qu'il soit écrit comme ça, en italique et de cette façon-là, ben ils l'ont déposé comme ça pour le logo. Et là, on voit que le logo est noir et blanc. Vous avez un logo, déposez-le toujours en noir et blanc, parce qu'à ce moment-là, toutes vos couleurs vont être protégées. Si vous avez des couleurs spécifiques, à ce moment-là, c'est seulement ces couleurs-là qui vont être protégées. Et si je reviens à l'exemple de la microbrasserie, ben sur le site web, il va y avoir le logo qui est répété 4 ou 5 fois et les couleurs vont indiquer des services d'activité différents. Comme sous ma rubrique, mettons, mon logo vert et rouge, ben là, vous avez toute ma liste de bières. Sur le bleu et orange, ben, c'est toutes les listes des ateliers que l'on offre, etc. Donc, vous êtes capable de distinguer vos produits en gardant le même logo. Il a été protégé seulement une fois. Donc, vous épargnez des choux.
Canada Goose, la même chose. On reconnaît le logo. Il est écrit comme ça, mais vous avez remarqué aussi que c'est écrit de façon très neutre au niveau juste de la marque. Et je suis pas mal certaine que Canada Goose a déposé le logo en noir et blanc. Je pourrais vérifier, mais il me semble que oui. On a parlé tantôt de protéger nos marques à l'étranger. Depuis 1 an et 13 mois maintenant à peu près, le Canada a adhéré au traité de Madrid qui permet aux entreprises canadiennes de déposer dans plus de 122 pays maintenant. En faisant une seule demande à Zurich, donc on dépose en France-Suisse, mais vous indiquez dans quel pays, parmi ces 122-là, où vous déposez, souhaitez votre marque de commerce. Et là, on va distribuer les demandes dans ces pays-là. Ça simplifie votre processus. Et à ce que je sache, ça n'allonge pas les délais, mais ça vous permet facilement de déposer dans tous ces pays-là. Okay. Et on revient à la classification d'ENIS. On a 34 classes de produits et 11 classes de services. Comme par exemple, la classe 25 identifie tout ce qui est vêtements, chaussures et chapellerie. Donc, si je reviens à l'exemple de la microbrasserie, s'il décide de vendre des chandails et des casquettes, il dirait, sous le nom de microbrasserie, je suis associé à la classe 25 et à la classe, là, je ne sais plus c'est laquelle pour le restaurant et tout ça, mais il y aurait plusieurs classes identifiées. Et la classe 36, c'est tout ce qui est services d'assurance financière, affaires monétaires, affaires immobilières. La liste, elle est disponible sur notre site web, le site de l'OPIC, donc c'est facile au moment de faire votre demande de bien identifier les classes qui sont pertinentes pour vous. Commerce en ligne. Comme j'ai dit, c'est quelques diapos que j'ai rajoutés là, pour parler de notre réalité actuelle. Comme j'ai dit, je ne suis vraiment pas une spécialiste, je n'ai pas de boutique en ligne, mais j'ai posé des questions à des entrepreneurs de la région, comment ils fonctionnent. Donc, j'ai bâti quelque chose et je vous invite à partager vos réflexions aussi si vous avez des idées là-dessus. Donc, on l'a vu récemment, le commerce en ligne a fait une montée fulgurante dans les derniers mois. Il y a beaucoup d'entreprises qui vendent en ligne. Les gens vont davantage acheter en ligne aussi. Donc, ça va être important de vous assurer que vos marques sont protégées, puis surtout si vous pensez également exporter. Donc, sur un site transactionnel, on va s'assurer que notre bannière, elle est bien représentée pour que les gens soient bien au courant que c'est les produits d'une entreprise X qui sont achetés. Donc, que ce soit votre marque, votre slogan, votre logo, votre nom de domaine, tout ça doit être bien identifié sur votre site ou sur le site, votre site transactionnel. Comment protéger sa marque? Bien, ça, que ce soit en ligne ou non, faites une recherche des marques de commerce existantes, comme j'ai dit, sur les bases de données. Donc, vous soumettez votre demande dans les pays auxquels vous souhaitez protéger votre marque via le traité de Madrid. Comme ça, le protocole de Madrid, comme ça simplifie vos démarches. Puis vous pouvez aussi consulter un agent de marque de commerce pour vous guider. L'agent de marque de commerce, c'est souvent des avocats ou des gens qui ont une formation à tout le moins liée au commerce. Et eux autres aussi sont inscrits sur le registre. Je vais être honnête avec vous, un agent de marque de commerce, c'est une super belle valeur ajoutée, mais c'est un processus qui est beaucoup moins complexe qu'une demande de brevet. Donc, la plupart des entreprises vont souvent faire amorcer les démarches de marque de commerce seules. Et lorsqu'ils reçoivent un premier rapport d'examen de l'OPIC ou d'un autre bureau de propriété intellectuelle, là, ils se posent trop de questions et souvent, ils vont aller demander de l'aide d'un spécialiste. Parce que là, ils se demandent, OK, moi, je pensais que j'étais correct, mais là, OK, on me demande d'ajouter des éléments, on me dit que c'est pas bien décrit, etc. Donc, à ce moment-là, vous pouvez l'embaucher dès le début. Je vous dirais qu'un agent de marque de commerce, si j'inclus les frais de 330 $, va vous coûter à peu près 1 500 $ en tout. Donc, ce n'est pas exorbitant et ça vous permettrait de gagner du temps. On sait qu'en étant en entreprise, notre temps est limité, on a beaucoup de priorités qui sont concurrentielles. Donc, ça peut être une bonne idée de laisser le dossier à quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine. Quelques statistiques qu'on a fait, mon collègue et moi, en préparant la présentation. Juste en 2018, 74 % des adultes québécois faisaient au moins un achat en ligne. Je serais très curieuse de savoir comment sont les statistiques pour 2020. J'ai hâte qu'elles sortent là, en 2021. Ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, toujours en 2018, mais c'est 30 % des achats étaient liés aux vêtements, aux chaussures, bijoux, accessoires, 29 % au divertissement, au spectacle, 28 % musique et jeux vidéo.
Puis en 2018, le total des ventes en ligne au Québec était estimé à 10,5 milliards de dollars. Donc, encore là, je vais m'inviter en 2021, puis on pourra en reparler, puis on pourra mettre à jour la diapo pour voir comment ça fait exploser ces statistiques-là par rapport à 2018. Je suis certaine. Marie-Ève? Je pense aussi que ça va avoir explosé. Hein? C'est vraiment c'est la nouvelle réalité quasiment accentuée maintenant. Exactement, tout à fait. Bon, quelques conseils quand on veut faire de la vente en ligne. Essayez le plus possible que votre marque de commerce soit identique au nom de domaine. Comme ça, il n'y aura pas de confusion parmi vos consommateurs, vos clients. Des fois, je vois des fois, je ne sais pas pourquoi, mais on a des noms de domaine. C'est juste, mettons, c'est juste des lettres qui se suivent, mais c'est tellement compliqué à comprendre que le client il n'ira pas de facto aller chercher la marque, le site comme ça. Ça va être plus compliqué. Bombardier, je veux voir des produits Bombardier, je clique Bombardier, j'accède à leur site web. Donc, c'est facile comme ça. C'est important aussi, ça, j'en parlais avec une jeune entrepreneur de l'Outaouais qui, elle, s'est affiliée à Shopify pour vendre ses produits en ligne. Ce qu'elle me dit, c'est que Shopify s'occupe de la cybersécurité sur le site. Donc, c'est important aussi parce qu'en tant que petit entrepreneur, on n'est pas nécessairement des spécialistes de la cybersécurité, puis on peut être très vulnérable. Donc, c'est important de vérifier, parce que vous allez choisir votre plateforme transactionnelle, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour vous. Puis encore là, soyez vigilants. Donc, vérifiez tout usage produit de votre marque de commerce sur Internet. Si vous êtes un .com, ben, est-ce qu'il y a un .net qui existe? Est-ce qu'il y a un .ca, mais que la devanture, mettons que la page d'ouverture ressemble à vos produits, mais c'est complètement d'autres choses aussi. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. On a une question juste par rapport aux statistiques que vous avez, dont vous avez parlé à la dernière page. Est-ce que ces statistiques-là incluent les sites transactionnels en B2B, en business to business? Je dois avouer mon ignorance là-dessus. Je vais noter la question et puis je vais vous revenir. Je vais aller consulter hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, je me souviens plus, j'avais lu l'article, c'était super intéressant, mais je ne me souviens plus de cet aspect-là. OK, pas de problème. On va trouver la réponse, Mme Beauregard, puis on va pouvoir vous faire parvenir. Excellent. Merci. Merci. Puis assurez-vous, surtout maintenant et pour les mois à venir, que votre site transactionnel peut supporter un fort achalandage de transactions et de visites parce qu'on ne voudrait pas que notre site plante parce qu'il y a trop de visiteurs et ainsi réduire nos ventes. Partout sur votre site, en fait, on dit afficher votre marque de commerce pour qu'elle soit très visible, mais je voudrais aussi assurez-vous que, surtout si vous avez des photos qui ont été prises par vous-même ou de vos produits et tout ça, qu'il y a la mention aussi du droit d'auteur, le C encerclé pour copyright. Disons, je ne sais pas moi, bon, C encerclé, Chambre de commerce et d'industrie de Laval 2020, tout droit réservé. Parce qu'on ne veut pas que personne ne copie votre texte ni vos photos et s'en serve à mauvais escient. Encore là. Donc, marque de commerce et droit d'auteur. Donc, quelques bannières de vente en ligne, on en connaît comme Shopify, mais vous avez toutes ces boutiques-là qui, encore là, j'ai dit, bon, je pense que l'article, j'aurais dû le noter, mais ça s'appelait quelque chose comme les ventes en ligne pour les nuls. Donc, c'est vraiment un bel article qui expliquait comment procéder, puis quelles ressources ou quelle plateforme transactionnelle choisir selon nos objectifs et selon ce que l'on vend aussi. En résumé, comme je l'ai dit, la marque de commerce, ça sert à distinguer vos produits ou vos services de vos concurrents. S'assurer que les gens viennent bien vous revoir lorsqu'ils aiment vos produits et qu'ils n'achètent pas les produits de vos concurrents en pensant que c'est la même chose. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de ne pas porter confusion ou de surveiller toute marque de commerce, enregistrée ou non, qui pourrait porter confusion à la nôtre. Donc, c'est important que votre marque de commerce soit associée à une bonne réputation. Sinon, c'est très long bâtir une réputation sur une marque de commerce, un produit, un service, mais ça peut se démanteler très, très, très rapidement s'il y a une erreur de parcours, que ce soit l'information cachée avec Volkswagen ou de la nourriture avariée ou qu'il y a eu un problème. Donc, ça peut être très difficile à rebâtir cette réputation-là. Le mieux, c'est de toujours s'assurer que tout est correct.
Donc, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas que ça soit descriptif. On essaie d'éviter les noms de personnes et les prénoms. On essaie d'éviter les mots étrangers et ne pas porter confusion à une autre marque. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer à la conclusion? Non, pas de questions pour le moment. Vous pouvez réécrire, comme je disais, sur le Q&A ou la boîte de chat. Super. Donc, sur notre site de l'OPIC, opic.gc.ca, vous avez une panoplie d'informations. Là, je vais être honnête avec vous, puis j'aimerais voir vos commentaires éventuellement si vous allez sur le site. Moi-même, qui est à l'OPIC depuis 13 ans, j'ai de la misère à trouver d'informations des fois, parce que je trouve que c'est pas clair dans une perspective client. Donc, moi, souvent, je vais sur Google, je cherche, puis là, j'arrive au site de l'OPIC. Si vous avez de la difficulté à naviguer, n'hésitez pas, là, contactez-moi, on va trouver sur le site. Dans notre boîte à outils, il y a une panoplie de fiches d'informations sur les droits de propriété intellectuelle, sur l'exportation. Dans certains pays, on a la Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Inde, le Japon et je crois qu'on a la Russie puis le Brésil qui s'en vient aussi. On a des séries de vidéos. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a aussi une chaîne YouTube et on a fait un webinaire, mon collègue et moi, sur la stratégie de propriété intellectuelle. Donc, il y a différents. Vous êtes capable d'avoir de faire une bonne tête si vous avez des questions. Souvent, je dis aux gens, voici, on va une première discussion ensemble. Allez voir le site web, lisez, consultez, puis recontactez-moi pour des questions plus précises aussi. On a des séminaires comme celui-ci qu'on fait en ligne maintenant parce qu'on n'est plus tellement en personne. On fait des ateliers de recherche aussi. J'en ai bâti, un collègue et moi, un module pour vous apprendre à chercher votre marque de commerce. Donc, ça aussi, ça peut se faire en ligne aussi. Et des formations sur mesure. Si vous êtes dans un secteur spécifique d'activité, vous aimeriez avoir, mettons, la propriété intellectuelle en lien avec la cybersécurité, ou on en a un module sur la propriété intellectuelle et les technologies vertes, on est capable de le donner. Si ça donne un besoin spécifique, bien, on peut travailler ensemble, on peut développer un module de formation pour votre secteur d'activité. Moi, je suis basée à Gatineau, mais bon, d'habitude, je vais souvent à Montréal. J'y vais moins souvent, mais je suis disponible, comme je vous ai dit, par courriel, par téléphone et par Zoom ou peu importe la plateforme que vous utilisez. On est actif sur Twitter, LinkedIn, Facebook et YouTube maintenant aussi. Donc, je vous invite à consulter à vous abonner, à consulter nos nouveautés. Si toutefois vous avez des questions sur une demande que vous aurez déjà déposée, je vous invite plutôt à consulter le service à la clientèle plutôt que moi, parce que bizarrement, je n'ai pas accès aux bases qui ne sont pas publiques. Donc, il y a des fortes chances que je ne serais même pas capable de trouver votre demande dans le système. Donc, vous êtes mieux de consulter notre service à la clientèle. Puis, eux autres, ils vont vous informer aussi vraiment là, sur le comment d'un dépôt. Là. Comment ça coûte, c'est quoi les démarches à faire. Vous êtes perdu dans... Il y a un problème technique, c'est eux qui vont y répondre beaucoup plus que moi. Moi, c'est vraiment plus au niveau stratégie, le pourquoi du quoi. Donc, on distingue un peu les deux services chez nous. Ici, je vais laisser un petit peu, là, si jamais vous êtes à l'aise de répondre à un sondage sur la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez le prendre en photo puis y répondre par la suite. Alors, ça conclut. Excellent. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très intéressant. Puis ça permet de démêler un peu, justement, qu'est-ce qu'un brevet, dans quelle étape il faudrait peut-être se diriger en premier? Est-ce que c'est comment on enregistre la marque de commerce? Je pense que vous nous avez bien expliqué un peu les étapes à suivre, puis comment on fait pour démêler le tout, dans le fond. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Puis en plus, vous l'illustrez avec des exemples concrets, donc ça nous permettait aussi de mieux le comprendre, là, vraiment de façon très terrain, comment ça se passe. Donc ça, c'est très apprécié. C'est ça, parce que ça peut être très abstrait, la propriété intellectuelle. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai toujours préféré donner des exemples concrets. Au moins, les gens ont plus une idée de ce que ça peut être. OK. Ça permettait vraiment de pouvoir mieux comprendre. C'était
C'était parfait. Merci beaucoup. Ben, merci de l'invitation. On se sent toujours un peu bizarre quand on parle dans notre ordinateur comme ça, tout seul. On sait qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Exactement. Puis là, dans le fond, si les gens ils ont besoin de plus d'informations, votre coordonnée est à la fin de la présentation. Donc, ils peuvent vous contacter. J'ai compris que c'était des services gratuits aussi auxquels ils peuvent avoir droit. Donc, ça peut être intéressant aussi quand on se questionne. Donc, la présentation va être disponible à tous les participants par courriel et on va la mettre, comme je le disais, sur la boîte à outils en ligne sur notre site Internet. Mais merci beaucoup. J'envoie tout de suite. Ça fait plaisir. J'envoie tout de suite le PDF dans quelques minutes. Excellent. Bien, merci beaucoup. Je réponds à la question du B2B. Exact. OK, parfait. Je vais pouvoir la transmettre. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.